Dans cette vidéo, on va s'intéresser au nombre de solutions que peuvent avoir les systèmes linéaires. Donc on va prendre un système linéaire qu'on va écrire version matricielle, c'est-à-dire AX égale B, où du coup A c'est notre matrice qui nous donne les coefficients ou les équations du système, X c'est le vecteur colonne qui contient les inconnus, et B c'est le vecteur colonne de second membre qui contient du coup les valeurs qu'on cherche à atteindre. En gros, il va y avoir trois possibilités. Un système peut avoir soit zéro solution, soit une solution, soit une infinité de solutions. Déjà, pour comprendre pourquoi est-ce que quand il existe des solutions, donc quand on est dans un de ces deux cas, il y a soit une infinité de solutions, mais il ne peut pas y avoir deux solutions, ou trois, ou quatre, ou plus, mais un nombre fini. L'idée, c'est qu'en fait, si on se donne une solution particulière, donc x particulier, et une autre solution x, alors on aura ax et AXP qui donneront tous les deux la même chose, le second membre B. Du coup, si je regarde A appliqué en x moins x particulier, ça va me donner B moins B, donc 0. Dit autrement, x moins la solution particulière, ça appartient au noyau de A. Et bien en fait, le noyau de A, c'est un espace vectoriel. Donc soit c'est un espace vectoriel de dimension 0, c'est-à-dire qu'il n'y a que 0 dans le noyau de A, et du coup il n'y a qu'une seule solution qui est la solution particulière qu'on aurait trouvée, soit il est de dimension plus grande que 1, donc ça va être une droite, un plan, etc. Et donc on aura une infinité de solutions. Et du coup, pour un système linéaire, soit on n'a aucune solution, soit les solutions, on appelle ça un espace affine, parce que toute solution, on va pouvoir l'écrire comme une solution particulière, plus un élément du noyau de A, qui est un espace vectoriel. Donc souvent, on note que l'ensemble des solutions, c'est le sous-espace affine, un point, plus un sous-espace vectoriel, parce que chaque solution, on peut l'écrire comme xp plus un élément du noyau. Pour un petit peu mieux comprendre quand est-ce qu'on va avoir zéro solution, quand est-ce qu'on en aura une et quand est-ce qu'on en aura une infinité, on va faire des exemples. Donc je vais commencer par un exemple où à la fin on verra qu'il y a zéro solution. L'idée, pour qu'il y ait zéro solution, en fait, il faut qu'on ait trop d'équations par rapport au nombre d'inconnus. On dira ça de manière plus précise tout à l'heure. Donc, on prend un exemple où là, j'ai trois équations avec deux inconnus, et je vais essayer de résoudre le système avec un pivot de Gauss. Donc là, j'ai x, je vais tuer les x de ma deuxième équation, ça va me donner moins 3y est égal à 3 moins 2 fois 4, donc 3 moins 8 moins 5. Et sur la troisième équation, je vais ajouter 4 fois la première pour tuer les x. Du coup, je vais avoir 5y plus 4 fois 1y, donc je vais avoir 9y. Et de l'autre côté, 0 plus 4 fois 4, donc 16. Et du coup, sur ma deuxième équation, je devrais trouver, en divisant par moins 3, y égale moins 5 sur moins 3, donc 5 tiers. Et sur la troisième équation, je devrais trouver y est égal à 16 neuvièmes. C'est bien pas la même chose, parce que si on convertit celle du haut en neuvième, ça me fait 15 neuvièmes et pas 16 neuvièmes. Du coup, j'arrive à une absurdité. Donc pour qu'un système n'ait pas de solution, en fait, il faut qu'à la fin on arrive à une absurdité dans ce genre. Et pour que ça arrive de manière informelle, il faut qu'il y ait trop d'équations par rapport au nombre d'inconnus. Plus précisément, en fait, si on n'a pas de solution, ça veut dire que le B, c'est quelque chose qui n'est pas atteint par A. Donc B n'est pas dans l'image de A. Donc A, il faut qu'elle ne soit pas surjective. Et pour caractériser le fait que A n'est pas surjective, ça revient à dire que le rang de A, il faut qu'il soit plus petit que la taille, la dimension dans l'espace dans lequel vit B, c'est-à-dire le nombre d'équations. Et avoir cette condition, ça n'implique pas qu'on n'aura pas de solution. C'est pas une condition suffisante, par contre c'est une condition nécessaire. En gros, s'il n'y a pas de solution, forcément A n'est pas surjectif, donc son rang est plus petit que le nombre d'équations. Par contre, si on prend une matrice non surjective, peut-être qu'on va quand même pouvoir trouver B qui sera dans l'image de A. L'exemple le plus simple, c'est en fait si on prend B qui est le vecteur nul, on pourra toujours trouver au moins une solution qui est de mettre des zéros partout, donc de prendre le vecteur nul aussi au départ. Maintenant, on va voir des cas dans lesquels il y a une infinité de solutions. Autant tout à l'heure, pour zéro solution, il fallait qu'il y ait trop d'équations par rapport au nombre d'inconnus. Là, ça va être le contraire. Il faut qu'il y ait trop d'inconnus par rapport au nombre d'équations. Et comme tout à l'heure, on va essayer de le caractériser de manière plus précise à la fin. Donc, on va prendre un exemple où on a deux équations et on a trois inconnus.
Et donc comme tout à l'heure, on va essayer d'appliquer l'algorithme du pivot, donc pour faire disparaître par exemple les x de cette deuxième équation, comme ça, la deuxième équation, elle va devenir, en enlevant 2 fois la première, les x disparaissent, 4y moins 2y, il me reste donc 2y, et z moins 2 fois moins z, ça fait plus 2z, donc plus 3z, est égal à 8. Et là, du coup, je peux pas éliminer les y de cette équation, parce qu'en fait, si j'essaie de les éliminer avec mon équation du dessus, eh ben, je vais devoir refaire apparaître des x. Du coup, là, je peux plus continuer mon pivot, et il me reste 2 équations pour une seule constante, et ça, du coup, ça va me faire beaucoup trop de solutions possibles avec y et z. Donc, pour identifier quelle allure on a en solution, on va voir que du coup le x n'apparaît que sur cette équation, puis avec l'équation d'en dessous, on a le y, et c'est l'inconnu z qui est là en trop. Bah, du coup, l'inconnu z, on va la faire passer de l'autre côté. Du coup, ça va donner x plus y est égal à 3 plus z. En dessous, 2y est égal à 2 moins 3z. On peut même essayer maintenant de remonter, donc de simplifier ici pour avoir un seul y, puis d'effacer ce y là-haut. Donc ça donnerait y est égal à 1 moins 3 demi de z. Et maintenant, du coup, la ligne du haut, elle peut me redonner, en enlevant la ligne d'en dessous, je vais avoir donc x plus y moins y pour annuler le y, 3 plus z moins 1 et moins 3 demi de z. Donc 3 moins 1, 2. Et z moins 3 demi de z, donc ça me fait 1 et plus 1,5, donc 2,5 ou 5 demi de z pour les x, et pour les y, je reprends ce que j'avais tout à l'heure. Et donc, quand on a ça, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'ensemble des solutions? En fait, maintenant, on peut écrire que notre vecteur x, y, z solution, il vaut du coup x, je le remplace par 2 plus 5 demi de z, y c'est 1 moins 3 demi de z, et z c'est juste 1z et 0 à côté. Et ça, je peux le séparer en deux. Le bloc qui ne contient pas de z, ça va être une solution particulière. Donc ici 2, 1, 0. Puis le bloc qui contient du z, et je vais pouvoir sortir le z de ce vecteur. Du coup, je vais avoir z fois 5 demi, moins 3 demi et 1. Du coup, l'ensemble de mes solutions, ça va être cette solution particulière plus l'espace engendré par ce vecteur. On pourrait le réécrire différemment, par exemple que c'est notre vecteur particulier plus vect du vecteur 5 demi moins 3 demi 1. On remarque qu'on pourrait enlever les fractions en multipliant tous les vecteurs par 2 parce que ça ne changerait rien à l'espace vectoriel engendré, donc comme ça j'aurais 5 moins 3 et 2 si je veux éviter des fractions. Et si on réfléchit en termes de matrice tout à l'heure, mais en fait, cet espace que j'ai décrit, ça revient à avoir le noyau de ma matrice A qui représente les coefficients de mes équations. On va faire un deuxième exemple où on va trouver une infinité de solutions. Donc j'ai encore pris 2 équations, mais ce coup-ci j'ai pris 4 inconnus. Et on va voir que ça va faire un noyau de notre matrice encore plus gros, et du coup un nombre de solutions encore plus gros. Donc pareil, on fait un pivot de Gauss pour annuler le x de la deuxième égalité. Donc ça va me faire y plus 2z plus 3t est égal à 0. Autre remarque aussi, vu qu'on a mis des zéros en second membre, on sait déjà que si on cherche une solution particulière, on n'a pas besoin de chercher très loin, on a juste à mettre des zéros partout. Et maintenant qu'on a ça, donc on a notre x, notre y qui serait le pivot sur cette équation, et donc les inconnus qu'on a en trop, c'est le z et le t. Du coup, on va les faire passer de l'autre côté. Donc ça va nous donner x plus y est égal à moins z moins t, ou plutôt 0 moins z moins t. Ici, y est égal à 0 moins 2z moins 3t. Et si jamais j'ai envie d'isoler le x pour aller encore un petit peu plus loin, du coup je vais enlever l'équation du bas à celle du haut, ce qui va me donner donc effacer ce plus y. Là j'ai moins z, moins 2z, donc plus 2z, ça me fait 1z. Et les t, j'en ai moins 1 plus 3, donc j'en ai 2. Et maintenant, je vais pouvoir faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire essayer d'exprimer du coup mes solutions en faisant intervenir des vects de certains vecteurs. Donc je vais réécrire x, y, z, t en remplaçant x et y par ce qu'on a obtenu. Donc on a z plus 2t, moins 2z, moins 3t, z et
plus 0t et 0z plus t. Et tout ça, en fait, on a 0 plus ça, 0 plus, 0 plus et 0 plus. Donc notre solution particulière, ça va être 0, 0, 0. Puis ensuite, pour z, on va avoir donc 1, moins 2, 1, 0. Et pour t, 2, moins 3, 0, 1. Donc je vais le réécrire directement avec un vecteur de l'espace. Et donc mon ensemble de solutions, c'est le vecteur nul plus l'espace engendré par ces deux vecteurs, le vecteur grâce à l'inconnu z et le vecteur grâce à l'inconnu t. Tout à l'heure, je disais qu'on avait un sous-espace affine. En fait, là, c'est même un sous-espace vectoriel parce que le point qu'on a, c'est le vecteur nul. Donc on a un espace qui passe par 0, ça va être un espace vectoriel. Et tout à l'heure, pour avoir 0 solution, on a dit qu'il fallait que le rang de A soit plus petit que le nombre d'équations. Ici, on va avoir une condition un peu similaire, sauf que ce coup-ci, ça ne va pas être le nombre d'équations, mais le nombre d'inconnus qui va limiter, qui va être trop grand. Donc, la condition, ça va être que le rang de A est plus petit que le nombre d'inconnus. Et cette condition, elle va permettre de passer du cas une solution à infinité de solutions. C'est-à-dire que si jamais j'ai une solution et que le rang de A est trop petit, alors j'aurai une infinité de solutions. On va réécrire ça plus proprement juste après. Donc pour résumer, on a dit que s'il y a 0 solution, alors le rang de A est plus petit que le nombre d'équations. Et si jamais il existe une solution, alors le fait qu'il y ait une infinité de solutions, ça revient à dire que le fait que le rang de A soit plus petit que le nombre d'inconnus. Trop d'équations, on peut ne pas avoir de solution. Trop d'inconnus, on peut avoir une infinité de solutions. Petite précision sur ce que j'ai dit, là j'ai bien une application seulement dans ce sens, mais pas dans l'autre sens. Pourquoi ? Parce que en fait, si je prends B qui est le vecteur nul, peu importe le rang de A, j'aurai toujours une solution. Donc avec le rang de A, je ne peux pas déterminer tout de suite qu'il n'y aura pas de solution. Et ici, j'ai besoin de préciser la condition s'il existe une solution, alors avec le rang de A, je peux déterminer le nombre de solutions. Parce qu'en fait, même si j'ai le rang de A qui satisfait ou qui ne satisfait pas cette condition, il suffit que j'ai une équation, que ce soit x égale 0, une autre équation x égale 1, et bien en fait, peu importe le rang de A, j'aurai pas une infinité de solutions ou une seule solution parce qu'il n'y en aura aucune. Donc il faut bien préciser que sous l'existence d'une solution, alors le rang de A par rapport au nombre d'inconnus nous donne le fait qu'il y ait soit une infinité de solutions. Et si on veut essayer de démontrer, d'expliquer d'où sortent ces conditions, il faut juste voir le fait que A, c'est du coup A, c'est une matrice associée à une application linéaire qui au départ prend le nombre d'inconnus, donc il prend R exposant le nombre d'inconnus, et qui à la fin nous donne quelque chose de la taille de B, qui est donc la taille du nombre d'équations. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, pour qu'il n'y ait pas de solution, ça revient à dire que notre matrice n'est pas surjective, parce qu'on peut trouver un B qui ne serait pas dans l'image. Du coup, il faut que le rang de A soit plus petit que l'espace d'arrivée en entier, c'est-à-dire qu'il soit plus petit que le nombre d'équations. Pour l'aspect infinité de solutions, en fait, on a dit que le nombre de solutions, quand on a une solution particulière, du coup, l'ensemble des solutions, c'est cette solution particulière plus le noyau de A. Et le noyau de A, soit il est réduit à 0, soit non. S'il est réduit à 0, il n'y a qu'une seule solution. S'il n'est pas réduit à 0, il y a une infinité de solutions. Et si on applique le théorème du rang, on va voir que la dimension du noyau de A, ça va être la dimension de départ, donc le nombre d'inconnus, auquel on va soustraire le rang de A. Et du coup, si c'est 0, ça va donner une solution. Si c'est plus grand que 0, ça va donner une infinité de solutions. Et du coup, pour que ce soit 0 une infinité, ça revient à dire que le nombre d'inconnus est égal au rang de A ou est strictement plus grand que le rang de A. Une fois qu'on a dit tout ça, on peut même voir ce qui se passe dans le cas des matrices qui sont carrées, donc où le nombre d'inconnus et le nombre d'équations sont les mêmes. Et du coup, on va avoir deux cas. Soit le rang de A, c'est égal à n, c'est-à-dire le nombre d'inconnus et le nombre d'équations, c'est la même chose. Du coup, je sais que je vais avoir une solution, je ne vais pas pouvoir avoir 0 solution, et je sais du coup qu'il ne pourra pas y en avoir une infinité. En fait, ça va me donner une unique solution, et cette solution, on la connaît, c'est juste inverser A et appliquer ça à B, à x égale B, j'ai juste à passer par 1 moins 1, le rang de A c'est n, ça me dit bien qu'elle est inversible. Et enfin, si le rang de A il est plus petit que le nombre d'équations avec le nombre d'inconnus, en fait ça va dépendre de mon B, mais je vais avoir soit aucune solution, soit si j'en ai, je vais en avoir une infinité.
Et donc là, je l'ai mis avec des implications, mais en fait, si on lit notre deuxième ligne et qu'on prend sa contraposée, elle va nous donner l'implication inverse ici, et réciproquement. Donc si l'autre matrice elle est de rang n, on a une unique solution, et réciproquement. Si elle n'est pas de rang n, on a soit 0, soit une infinité de solutions, et réciproquement. Donc ça, c'était pour la partie cours sur le nombre de solutions d'un système linéaire. Maintenant, on va passer à la partie exercice, où je vais vous donner 3 systèmes, et je vais vous demander de déterminer toutes les solutions de ces systèmes, donc de me dire s'il y a 0, une ou une infinité de solutions, et quand il y en a une ou une infinité, de me décrire l'espace total des solutions.